Introduction rapide au zonage et à l'urbanisme. Chaque ville et village est subdivisé en zones. Ces zones sont contrôlées par le département d'urbanisme et par le règlement d'urbanisme de cette ville. Chaque zone définit soit un zonage résidentiel, industriel, commercial, villégiature, agriculture et autres. Il est vraiment important de connaître ces zones car elles définissent exactement qu'est-ce qui est permis d'être construit dans une zone particulière et de quelle façon ça peut être construit. Dans ces vidéos, on s'intéresse au zonage résidentiel. La plupart des zonages résidentiels consistent en maisons unifamiliales avec parfois possibilité d'un logement complémentaire. Donc, vous pouvez avoir deux logements au lieu d'un seul. Ensuite, certains zonages permettent de duplex, de trifamiliales, de quadruplex, 5, 6 et ainsi de suite. Chaque zonage va définir les dimensions du terrain minimum pour construire, la marge de recul du bâtiment, les marges latérales, donc marge gauche et droite, la marge arrière, la quantité de stationnement, la hauteur du bâtiment, la superficie du bâtiment sur le terrain, les pourcentages d'occupation de ce terrain sur le sol, la finition extérieure de la maison et plusieurs autres choses. On va regarder un peu plus en détail et je donnerai des exemples de zonage de certaines places. Pour vous donner un exemple de recherche de l'aménagement urbanistique et règlement d'urbanisme, par exemple, vous trouvez un terrain, puis vous voulez savoir qu'est-ce qui est possible d'être construit sur ce terrain-là. J'ai choisi la ville de Saint-Charles-Borromée parce que je la connais un peu et parce que ses plans sont bien faits, puis c'est bien expliqué. Donc, juste pour vous donner un exemple. On va écrire Saint-Charles-Borromée, plan urbanisme dans Google et aménagement du territoire, c'est à peu près ça qu'on veut avoir. Donc, on clique sur le lien. Dans certaines villes, c'est bien fait, dans d'autres villes, c'est un petit peu moins bien fait. Saint-Charles-Borromée, c'est quand même bien fait. Il y a le règlement de zonage. C'est un très gros document qui explique tout ce qui a rapport avec zonage, construction, de n'importe quoi qui est construit sur le territoire de la ville de Saint-Charles-Borromée. Par contre, nous, on s'intéresse au plan de zonage qui va nous montrer la carte avec toutes les zones bien déterminées de la ville et les grilles de spécifications qui vont nous déterminer qu'est-ce qui est possible d'être construit dans différentes zones. Donc, ça, c'est le plan de zonage de Saint-Charles. Je vais vous montrer après dans des prochaines séances comment on va trouver un certain lot dans la ville avec le numéro de lot, comment ça fonctionne. Mais pour l'instant, par exemple, on veut acheter ce terrain-là ici. J'ai aucune idée de c'est quoi ce terrain-là, c'est juste pour un exemple. Donc, on veut avoir le terrain qui, lui, est situé dans la zone H68. Bon, le terrain est vide. Par exemple, il n'y a rien de construit dessus, c'est un terrain boisé. Puis on veut savoir qu'est-ce qui est possible sur la zone H68. On revient dans notre site et on va regarder les grilles de spécification du zonage. On clique dessus. On va faire une recherche. H68. Et voilà qui apparaît ici, H68. Donc, c'est Saint-Charles-Borromée, grille de spécification zonage, règlement adopté, c'est un petit peu moins grave que ce qui est écrit là. Qu'est-ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce qui est possible dans le H68. Donc, il y a un X ici, on va voir c'est quoi, habitation unifamiliale. Donc, dans toute la zone H68, tous les terrains qui sont situés dans la zone H68, on peut seulement construire des habitations unifamiliales. Et on peut aussi construire des constructions communautaires, parc et un espace vert. Mais ça, c'est un petit peu moins important pour nous, là. Nous, on veut savoir l'habitation unifamiliale, donc le H68. On va descendre un peu plus bas dans la page pour avoir plus de détails. La structure du bâtiment. On peut avoir des bâtiments isolés, donc c'est un bâtiment qui est situé tout seul. On peut avoir un bâtiment jumelé,
Donc, si vous achetez deux terrains un à côté de l'autre, vous achetez un terrain qui est assez grand, vous pouvez avoir deux constructions unifamiliales collées sur un mur. Donc, c'est comme dans un semi-détaché. Donc, les deux sont permis sur le H68. Puis, des maisons arrangées sont pas permis dans cette zone-là. Après ça, le nombre d'étages. D'habitude, ils écrivent minimum, maximum. Donc, on peut avoir minimum un étage, maximum deux étages. Question. Est-ce qu'on peut avoir un sous-sol? Pour savoir ça, il faut aller dans les documents de règlement d'urbanisme. Ici, c'est pas vraiment mentionné. Hauteur minimum. Il n'y en a pas hauteur minimum. Par contre, la plupart des villes définissent la hauteur de plafond. Il faut avoir un certain minimum du plafond pour que le logement soit accepté pour le permis de construction. Hauteur maximum 15. Euh, Depuis un petit bout, les dimensions sont toutes données en mètres au lieu d'être données en pieds. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est probablement de mètres. Implantation. Marge de recul avant. Donc, à quelle distance doit se trouver la maison, le mur de façade de la maison, euh, à quelle distance cette façade doit se trouver de la rue? Donc, c'est à 7,6 mètres. Il faut faire attention, il faut que votre terrain soit assez grand pour ça. Donc, si vous achetez un terrain minuscule qui ne permet même pas d'avoir 7,6 mètres à partir de la ligne de la rue, vous pouvez même pas construire votre maison. Marge de recul arrière. Ça, c'est la marge entre le derrière de la maison et les limites arrière du terrain. Donc, il faut avoir 6 mètres. Marge de recul latéral. Euh, je suis pas sûr pourquoi c'est un divisé par 2, mais probablement que c'est minimum 1 mètre, maximum 2 mètres, ou quelque chose comme ça. Nombre de logements maximum par bâtiment, il n'est pas défini. Vu que c'est logement unifamilial, il n'y a aucune définition concernant le nombre de logements par le bâtiment. Coefficient d'emprise au sol maximum, 0,3. Ça veut dire que le carré de votre maison, il peut seulement occuper 30% du terrain. Si vous avez deux étages, ça change rien. Trois étages, quatre étages. Bon, ici, c'est pas permis, c'est maximum deux. Mais admettons, si vous aviez cinq étages, ça n'a aucune importance. On regarde seulement la superficie de la maison sur le terrain. Donc, si c'est une maison de 1000 pieds carrés par étage, vous pouvez avoir 5 étages, mais c'est seulement les 1000 pieds carrés qui va être défini. Donc, les 1000 pieds carrés, il faut qu'ils soient 30% de votre terrain. Donc, si vous avez un terrain de 3000 pieds carrés, en principe, vous devrez être capable de bâtir une maison de 1000 pieds carrés avec 30% d'occupation. Mais il faut respecter toutes les marges aussi. Il n'y a pas d'autre définition ici. On va voir s'il y a un autre zonage intéressant. Admettons ici, zonage 672 permet habitation unifamiliale avec une note numéro 24. On n'ira pas voir c'est quoi. Ensuite, bifamilial, trifamilial, et ça permet aussi une multifamiliale. On regarde ensuite de ça. Ça définit pas le nombre de logements, mais ça définit la quantité des étages. Donc, c'est entre un étage et trois étages. Et c'est de cette façon-là que vous pouvez savoir quels zonages permettent quel genre de construction. Donc, c'est vraiment important, les marges de recul, les marges latérales, on peut calculer tout ça bien comme il faut pour connaître la superficie maximale de votre maison. Parce que si vous vous retrouvez avec une maison de 300 pieds carrés par étage, c'est vraiment petit. Donc, probablement que la ville ne vous laissera même pas construire ce genre de maison-là. Euh, Ensuite de ça, c'est pas défini non plus ici. Il faut aller voir dans le règlement de zonage. Ils définissent la largeur de la maison et la profondeur de la maison minimale. Donc ça aussi, c'est vraiment important dans votre recherche. Pour donner un autre exemple concret, admettons, tu as trouvé un terrain.
Le terrain fait 50 pieds de façade. Et le terrain qui fait 150 pieds de profondeur. Par exemple, les marges de recul sont définies comme 7 mètres de recul, 2 mètres latéral et 4 mètres arrière. On va transférer les unités. Donc 50 mètres. Qu'est-ce que ça nous donne en 50 pieds? 50 pieds en mètres, ça nous donne, calcule vite vite là, 15,24 mètres. Ça donne 15,24 mètres et 150 pieds, ça donne 45,72 mètres. Donc, tu as deux marges latérales de 2 mètres. Donc, sur ta façade de 15 et 24, il faut que tu enlèves 2 mètres à gauche et 2 mètres à droite. Ce qui va te donner 11,24 mètres. Une autre chose, une maison, par exemple, si tu construis un duplex, un triplex, il faut avoir un stationnement en arrière. Donc, il faut accéder à ce stationnement-là. La largeur minimale recommandée pour ça, les villes vont définir ça dans le règlement d'urbanisme, mais on va prendre un chiffre assez standard, là, 3 mètres de large pour entrer des véhicules. Donc, ton 15,24, enlève 2 mètres à gauche et t'enlève 3 mètres à droite. Ce qui te reste à 10,24 mètres qui te reste sur la largeur de maison. On va regarder combien ça donne en pieds parce que je suis pas capable d'imaginer ça en mètres. Ça donne une maison d'à peu près 33 pieds de large. C'est pas très large ça. En ce qui concerne la profondeur du terrain, donc 45,72, t'enlèves 7 mètres en avant, t'enlèves 4 mètres en arrière. Euh, Avant les 4 mètres en arrière. Donc, si c'est un duplex, triplex, il faut avoir à peu près une case et demie. Encore une fois, ça dépend de la ville. Certaines villes définissent ça différemment, mais admettons, c'est une case et demie par logement. Si c'est un duplex, ça te prend 3 cases. Les dimensions des cases sont aussi définies dans le règlement d'urbanisme. Admettons, c'est 2,5 mètres par case. Donc, c'est un duplex. On va l'écrire ici. Duplex. 3 espaces de stationnement. Donc, un espace de stationnement va occuper 2,5 mètres de large par 5,5 mètres de profond. Tout ça est défini dans le règlement d'urbanisme. Tu vas trouver, c'est quand même assez simple de le trouver. Donc, 45,72 moins 7, moins 3 espaces de 2,5 mètres. 3 fois 2,5, qui donne moins 7, moins 7,5, 31,22 mètres. Donc, ça, c'est la profondeur maximale de ta maison. Donc, on a pris le terrain, la profondeur du terrain, on a enlevé la marge avant, qui est la marge de recul, et on a enlevé les 3 places de stationnement en arrière, ce qui nous a laissé 31,22 mètres. C'est quoi 31,22 mètres? Ça donne 102 pieds. Très bon ça. Donc on peut bâtir une maison
33 par 62. C'est très grand, là. Normalement, on bâtit pas des, si c'est un duplex, euh, admettons, tu veux voir 1000 pieds carrés par logement. Ça peut être un 4,5, ça peut aussi être 5,5 à 1000 pieds carrés. Donc, si tu prends la largeur maximale, tu bâtis deux fois, admettons, 5,5 de 1000 pieds carrés par étage. Et la profondeur de ta maison est de 33 pieds de large, ce qui donne que la profondeur de ta maison sera de 1000 divisé par 33. Ça va être de 30 pieds. Donc, le terrain de 5 pieds de large par 150 pieds de profond, tu peux bâtir une maison de 33 par 30 par étage. Donc, deux étages, duplex, un logement au rez-de-chaussée, un logement au deuxième étage. Certaines villes permettent des logements au sous-sol. Certaines autres villes ne comptent pas ces logements au sous-sol comme logement. Donc, si ton zonage permet un duplex et ça permet aussi un logement au sous-sol, tu peux avoir trois logements. Aussi, tout ça est défini dans les règles d'urbanisme. Pour visualiser qu'est-ce qu'on vient de décrire, donc voilà notre terrain de 50 par 150. On va dessiner la marge de recul avant. Donc c'est une marge de 7 mètres. On va dessiner la marge de recul à gauche, qui est de 2 mètres. On va dessiner l'entrée des véhicules de 3 mètres. On va dessiner les cases de stationnement qui sont 2,5 par 5,5. On en a une, deux, trois. Et on va dessiner notre maison. Notre maison qui fait 30, la largeur c'était 33 pieds fois 30 pieds. Donc ça donne à peu près ça. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste du terrain? En fait, les espaces de stationnement, on peut les mettre là. C'est sûr que c'est pas dessiné à l'échelle, donc ça se peut que ce soit un peu différent. On peut rapprocher les cases de stationnement ici et créer un espace vert en arrière ici. La ville probablement va vous obliger de gazonner cet espace-là, gazonner en avant, puis gazonner tout ce qui est pas stationnement en arrière. Et probablement planter des arbres. Donc, quand vous coupez les arbres là, pendant le déboisement au début du projet, il faut pas toutes les couper. De toute façon, la ville va regarder votre certificat de votre plan de coupe d'arbres, puis elle va l'autoriser, on va le corriger pour vous. Voilà, c'est plus visuel comme ça. Comme ça, au moins, on sait de quoi on parle.